Bien, alors on va reprendre notre propos. En l'occurrence, nous allons aborder cet après-midi deux thèmes. L'inexécution des décisions de justice et ensuite nous parlerons des perspectives pour le milieu ouvert, pour l'inexécution des décisions de justice. J'ai le plaisir de vous présenter trois intervenants, tous trois, je vais dire, de compétences très différentes, puisque Madame Bellon est première vice-présidente et chargée de la coordination du tribunal pour enfants de Marseille. On avait d'ailleurs, avant ton arrivée ce matin, évoqué la tribune dans Le Monde concernant les difficultés rencontrées par la juridiction marseillaise. Monsieur Bernard Bonne, qui est sénateur et que Laurent et moi nous avions rencontré dans le cadre des travaux préparatoires à la loi du 7 février 2022. Et puis Monsieur Piketty, qui est en charge d'un service de placement à domicile, je vais dire sur la région parisienne, parce qu'en bonne provinciale que je suis, j'ai un peu de mal à me repérer dans les territoires et la numérotation des territoires. Voilà, bonne continuation, à vous. Ah oui, alors il faut appuyer sur le bouton et quand la lumière rouge, voilà, c'est bon. Et attends, il faut éteindre. Voilà. Allez, bonjour, je vais avoir la charge de vous empêcher de faire la sieste, je vais essayer d'y arriver. On commence, donc on m'avait demandé de vous parler de l'inexécution des mesures d'AEMO, parce que Marseille est devenue célèbre justement grâce aux tribunes dans Le Monde. Donc je vais commencer par l'état des lieux marseillais, mais très, très vite, parce que je pense qu'il y a beaucoup de collègues qui connaissent des situations à peu près équivalentes dans d'autres villes. Alors, on est 11 cabinets, on a à peu près 500 mineurs par cabinet, au civil, hein, avec une proportion d'AEMO placement à peu près moitié-moitié, 52-48 ou vice-versa. On a 4 associations qui font de l'AEMO, la sauvegarde qui en exerce 90%, et ensuite les 10% restants sont exécutés par 3 toutes petites associations. Avec une spécificité, c'est que les 3 petites associations sont sous quota ou contingentées, selon l'expression que vous préférez, alors que la sauvegarde, les juges des enfants, on a un droit de tirage illimité, en principe illimité. Pourquoi il y a ce monopole de la sauvegarde ? Très honnêtement, je ne sais pas l'expliquer. Ce que j'ai appris au cours de ma carrière, c'est qu'en fait, ces histoires-là, ces structurations de grosses associations, petites et autres, pour comprendre, il faut se référer historiquement, comment je vais le dire, à la composition des conseils d'administration, qui sont souvent faits de notabilité, donc d'élites locales, de réseaux locaux qui nous échappent à nous, les juges, qui ne font que passer. Voilà. Donc, pourquoi Marseille, le monopole de la sauvegarde, je ne sais pas vous expliquer. L'autre explication sur ces monopoles ou sur le monopole de la sauvegarde de Marseille, c'est peut-être parce que les partenaires et les directions préfèrent être des grosses associations, des grosses structures avec un seul partenaire. Je ne peux pas en dire plus. D'expérience quand même, je dirais que c'était plus simple pour moi de travailler par exemple à Lille, à l'époque où il y avait 3 associations, même s'il y avait une place plus forte de l'ADSEAD, les 2 autres associations tenaient à peu près la route. Sur les listes d'attente, je veux dire, la cassure peut venir très vite. Sur Marseille, par exemple, 2019-2020, on avait entre 180 et 220, 250 mesures en attente, ce qui nous paraissait, ou du moins ce qui me paraissait à peu près normal, on ronronnait sur la chose. Et puis d'un coup, la cassure est apparue au printemps 2020, pas grand-chose à voir avec le confinement, mais avec d'autres explications que je vais vous donner. Et donc, cassure en 2020, d'un coup, on monte à 580 mesures en attente, un point culminant 1 an et demi plus tard, en septembre, avec 650 mesures en attente. Le retard concernait 1/5 de toute l'activité d'AEMO de la sauvegarde, et la décrue n'a commencé qu'en octobre 2021. Donc on est quand même resté 1 an et demi avec des très forts retards. Avec une autre particularité, c'est qu'il y avait 2 cabinets pendant toute cette période, 2 cabinets qui étaient très impactés, on va dire, jusqu'à l'automne 2021. Et il se trouve qu'effectivement, c'était les 2 cabinets, enfin 2 parmi les cabinets les plus difficiles. Puis il y en avait un qui concernait un quartier nord, le 14e, et l'autre qui concernait le 3e arrondissement, pour ceux qui ont une culture marseillaise, la Belle de Mai. En fait, il se trouve que c'est le quartier le plus pauvre d'Europe, et non pas seulement de France. Sur l'importance des retards, 35% de ces retards allaient de 6 mois à 1 an, 20% avaient plus d'1 an de retard, ce qui est quand même énorme.
Bon, deuxième élément de mon propos, comment on explique l'ampleur du phénomène, ces retards aussi importants et qui ont duré aussi longtemps. Je vais vous donner des explications en faisceau, non pas d'indices, mais faisceau d'explications, parce qu'il n'y en a pas une seule. Première explication, la cassure, elle est apparue au printemps 2020, non pas, je l'ai dit, avec le confinement, mais avec l'arrivée d'un nouveau directeur de la sauvegarde qui a dit, bon, maintenant je fixe des normes, 27 mesures par éducateur, pas plus. Alors, vous allez me dire, 27 c'est déjà pas mal, parce que la moyenne nationale, c'est 24 à 28, donc il était déjà dans le haut, mais ça a amené un certain nombre de mesures en attente et ça a bloqué longtemps. Historiquement, ça me fait penser que la décentralisation, elle a commencé en 83. Il y en a qui étaient peut-être pas nés ou pas encore juges des enfants. Et la décentralisation fait que chaque département gère comme il l'entend les dispositifs de protection de l'enfance sans référence à des normes fixées par l'État. Et c'est vrai que dans les pistes, je l'ai dit tout de suite, dans une des pistes de travail, qui a commencé à être amorcée par Adrien Taquet, c'est vrai, mais on pourrait rappeler à l'État qu'il faudrait se coltiner peut-être cette question. Dans l'État, je mets aussi la PJJ, le secrétariat d'État aussi, voir quelles normes pourraient être mises au niveau national pour qu'on ne soit pas soumis aux aléas départementaux, on va dire comme ça. Deuxième niveau d'explication, c'est que les mesures d'AEMO en attente, elles étaient parallèles à l'augmentation de notre saisine. 20% de prescriptions de plus d'AEMO entre 2018 et 2020 faisaient écho directement aux 23% d'augmentation des saisines des juges des enfants. Je mets à part les MNA, puisque les MNA ne sont pas visés par les mesures d'AEMO. Alors vous allez me dire, ou enfin je me suis dit, que faisait la PJJ et le département, puisque c'est des autorités de tutelle pendant ces années, pour ne pas mesurer, pas voir les conséquences que ça pouvait avoir. L'autre question que ça pose, c'est que en 2021-2022, on n'a pas eu d'augmentation de la prescription des AEMO, parce qu'en fait, on est rentré dans des mécanismes d'auto-limitation de notre part et d'utilisation de ce qu'on appelle des circuits de dérivation. C'est-à-dire qu'au lieu de prononcer l'AEMO, on prononce une MJE. Au lieu de prononcer une AEMO, on désigne une autre. On va pleurer misère auprès des associations qui ont des quotas. On fait de l'autocensure, on fait des non-lieux, etc. Voilà. Donc, ce qui nous inquiète, c'est à terme ou très rapidement les effets boomerang qu'on va prendre dans la figure quand les mécanismes de dérivation auront atteint leurs limites. Concrètement, quand même, pour vous rassurer un peu, le département a décidé de créer 600 nouvelles mesures d'AEMO. L'appel d'offres est en cours, avec une partie AEMO classique, une partie AEMO renforcée. Autre élément pour expliquer l'augmentation massive comme ça des mesures en attente, c'est ce que j'ai appelé les contes d'apothicaire ou la chanson sur l'air de « c'est pas moi, c'est toi ». Quand je parle de ça, je fais référence à l'audit qui a été ordonné localement au bout d'un moment, au printemps 2021. Audit organisé et réalisé par les deux autorités de tutelle, c'est-à-dire c'est des professionnels du département et de la PJJ qui ont réalisé l'audit. Ils appelaient ça contrôle conjoint de dysfonctionnement du service d'AEMO. Bon, c'était pas très gentil pour la sauvegarde, mais enfin bon, ça s'appelait comme ça. Ils ont rendu leur rapport à l'automne 2021. Ce que j'appelle les comptes d'apothicaire, c'est le fait que, par exemple, j'ai assisté à des heures de discussion, comme vous voulez, sur une question technique. Quand l'habilitation de la sauvegarde portait sur 3825 mesures, est-ce que c'était 3825 mesures exercées à l'année ou est-ce que c'était 3825 mesures qui devaient être exercées au jour J, auquel cas la sauvegarde ne réalisait pas son quota? Le département soutenait effectivement que la sauvegarde devait en faire 3825 au jour J. Et en fait, en regardant l'arrêté d'habilitation, je me suis rendu compte que la préfecture et donc la PJJ avaient écrit, eux, 3500 mesures annuellement. Et quand j'ai fait observer ça en réunion, on m'a dit « Ah bon, alors on va corriger l'arrêté ». Bon, sur l'air de « C'est pas moi, c'est toi », je vais vous lire très rapidement quelques conclusions de l'audit pour expliquer, d'après l'audit, cette accumulation de mesures en attente. Alors, ils avaient retenu plusieurs choses. Premièrement,
l'incertitude et le manque de fiabilité des chiffres fournis par l'association en raison d'un outil de pilotage pas assez performant. Version sous-titrée, ça veut dire c'est la faute à l'ordinateur. La multiplication des interlocuteurs judiciaires, parce qu'une antenne de la sauvegarde travaillait avec tous les cabinets de juges des enfants. En fait, on avait un juge qui était absent, donc on s'était réparti les dossiers. Donc, c'est la faute au juge. Troisième explication, turnover des cadres de la direction de l'association qui ont été peu accompagnés dans leurs fonctions. C'est la faute au chef qui abandonne les navires. Dernière explication, le pilotage de l'activité qui souffre d'un manque de lisibilité et d'harmonisation. Ça, version sous-titrée, c'est la faute aux pilotes qui ne savent pas écrire des projets de service. Vous allez me dire, dans la magistrature, on est aussi assez bon sur ce genre de choses. J'ai vécu une inspection où on nous explique que c'est parce qu'on ne réalise pas les rapports de service qu'en fait, on est en difficulté au tribunal pour enfants. Quatrième niveau d'explication, je dirais, sur cette accumulation de mesures en attente, c'est la faiblesse de la protection administrative face à l'hégémonie de l'AMO judiciaire. Alors, vous connaissez tous la loi de déjudiciarisation 6 mars 2007, on en a eu une deuxième 16 mars 2016. Concrètement, quand même, dans les Bouches-du-Rhône, au moment de la crise, 200 mesures d'AMO administratives, en tout et pour tout sur l'ensemble du département, pour 4000 mesures judiciaires, c'est-à-dire même pas 5% d'AMO administratifs. Donc, en guise de déjudiciarisation, il y avait du chemin à faire. Bon, avec l'audit, je vous l'ai dit, ils ont décidé de créer 600 mesures judiciaires, mais ils vont créer quelques centaines d'AMO administratives. Je ne suis pas plus précise, Sophie, je ne me rappelle plus du chiffre qu'a donné Mme Foulon la semaine dernière. Alors, cette question de l'hégémonie de l'AMO judiciaire, elle touche tous les départements. Je l'ai vu partout où j'ai travaillé, à Lille, à Lyon, à Saint-Étienne. Et donc, je vais m'arrêter un peu là-dessus 5 minutes. Pourquoi il y a une position hégémonique du judiciaire ? Alors, la première raison qui me vient toujours à l'esprit, c'est que c'est une solution de facilité pour les responsables politiques. Ça consiste à dire pour eux, écoutez, c'est la faute au juge si ça nous coûte aussi cher, le ça étant la protection des enfants et la protection des cas sociaux. Voilà. Deuxième explication, on souffre, je pense, cruellement de doctrine ou d'élaboration autour de ce que pourrait être la prévention administrative. Un peu comme pour le nucléaire, on a pensé le tout nucléaire, puis maintenant pour les alternatives, on s'arrache un peu les cheveux. Et pour l'AMO judiciaire, c'est pareil, c'est le tout judiciaire, puis s'il faut penser autre chose, on est quand même un peu en souffrance. Pourquoi il y a eu un tel surinvestissement du judiciaire ? Première explication un peu métaphysique, je reprends l'expression de Denis Salas sur la République pénalisée. Je dirais notre société, elle est sur une logique de société judiciarisée. Deuxième explication un peu plus prosaïque, pragmatique et tout, c'est que le juge des enfants, on fait souvent office de père fouettard, ou du moins on utilise la peur comme levier pour faire évoluer les familles, les enfants, parfois les services, on y arrive moins. Alors je ne sais pas expliquer pourquoi, je pense que ça il faudrait en discuter avec des sociologues, des ethnologues de la France, de la société française. Voilà. D'autres explications sur la position hégémonique, c'est qu'on n'utilise pas assez de médiation. Alors c'est vrai, why not ? Mais je rappelle quand même que pour qu'une médiation marche, il faut que les deux parties soient de bonne volonté, et que ce n'est pas nécessairement adapté aux problématiques structurelles de l'assistance éducative, que sont la maltraitance, les carences, l'inceste. Ce qui peut expliquer aussi l'hégémonie judiciaire, c'est que peut-être on n'a pas donner assez de place ou pas donner assez de sens à ce que pourrait être l'intervention dans un champ thérapeutique auprès de ces familles. Là, je fais référence à mon expérience lilloise. Lille, c'est près de la Belgique. Et en fait, j'avais souvent écho du travail qui pouvait être fait dans le champ purement thérapeutique, même dans des situations, par exemple, d'inceste. Alors, sur les situations d'inceste, je suis un peu dubitative, mais sur des situations de carence, sur des situations de grande fragilité, pourquoi pas traiter à la racine les questions qui peuvent surgir dans une vie de famille, alors que nous, on est un peu sur du management du travail social, c'est-à-dire vous avez un éducateur, travailleur social d'AMO sur mandat judiciaire, qui va injecter de la TISF, du soutien scolaire, du soutien jeune enfant, etc., lui-même étant investi de la délégation de l'autorité judiciaire et
ça tient lieu d'élaboration de ce que peut être le travail sur mandat judiciaire. Je suis un peu critique parce que j'ai été formée à Saint-Étienne. Tu sais qui est de Saint-Étienne ? Oui, de Saint-Étienne. Voilà. J'ai été formée à Saint-Étienne par les travailleurs sociaux, justement, de la sauvegarde. Et eux, à l'époque lointaine où j'ai commencé ma carrière, ont travaillé autrement. Je veux dire, il n'y avait pas besoin de l'image du père Fouettard pour faire avancer les choses. En fait, c'est que ils se sont beaucoup, les services sociaux se sont beaucoup adossés, je dirais maintenant, à l'image de l'autorité symbolique du juge des enfants. C'est comme si ça servait d'outil ou de socle. Alors c'est vrai, j'adore être une autorité symbolique avec un juge avec une majuscule, voilà. Sauf que d'abord concrètement, quand il faut attendre 6 mois à 1 an pour que ma mesure soit exercée, mon prestige ou mon autorité symbolique en prend un coup. Et en fait, j'ai la nostalgie parce que je l'ai connu, donc c'est pas un rêve, c'est pas une utopie, je l'ai connu. J'ai connu du travail judiciaire qui avait des méthodologies propres. Alors c'est des méthodologies complexes, c'est-à-dire qu'il faut être à mi-chemin entre le travail de prévention, les pieds dans la glaise si je puis dire, et la thérapie. C'est à mi-chemin, c'est ni l'un ni l'autre, et c'est ça qui fait pour moi la spécificité du mandat judiciaire, et qu'il faut aussi développer des stratégies ou des méthodologies institutionnelles, pas simplement en quoi consiste la mesure, mais comment on organise les équipes. Je suis par exemple fascinée actuellement de la faible place ou quasiment de l'absence des psychologues dans les services d'AEMO. Alors on me dit toujours il y en a, c'est vrai, mais je mets au défi un des juges des enfants de la salle de me dire le nom d'un psychologue d'AEMO, enfin des équipes d'AEMO de ces services. Quand j'ai commencé ma carrière, je connaissais le nom des éducs et je connaissais le nom de tous les psychologues qui intervenaient, commencé par Jean-Michel Chauvineau, je lui rends hommage, il n'est plus là. J'étais à l'Amicale du Nid, à l'inauguration d'un local de l'Amicale du Nid qui travaille avec la prostitution des jeunes femmes et puis maintenant des mineurs. J'ai découvert aussi que les professionnels de l'Amicale du Nid n'ont pas de psychologue dans leur équipe. Ça m'a fascinée quand on imagine la violence qu'absorbent les travailleurs sociaux de l'Amicale du Nid sur la souffrance que représente l'expérience de la prostitution, du proxénétisme. Et la responsable, qui est très 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 bien, me dit non mais ça on le traite en analyse de la pratique à l'extérieur et autres. Ça me fascine. Ça me fait penser qu'en fait les services d'AEMO sont beaucoup passés d'une fonction comme ça à mi-chemin entre la prévention et la thérapie à une fonction que j'appelle observation-contrôle. Ils sont fins, ils sont bons sur l'observation, mais après on bascule sur du contrôle de ce que font, de ce que ne font pas les familles, et on recourt au juge quand effectivement il n'est pas fait. J'en veux pour exemple que j'ai vu la semaine dernière, il y a 15 jours, je ne sais plus, une enfant de 12 ans qui était suivie en PAD, le PAD faisant fonction d'AEMO intensive dans cette situation-là, parce qu'on n'a pas d'AEMO intensive à Marseille. Dans le rapport, on me parlait du manque d'hygiène de la gamine, des retards d'apprentissage, de ses difficultés à être en lien avec les enfants de son âge, etc. Et puis en feuilletant le dossier pour préparer l'audience, en fait, je me suis rendu compte qu'en août, il y avait eu un rapport d'incident qui disait que la gamine, il avait fallu cet été au mois d'août 3 éducateurs qui l'empêchent de sauter par-dessus la corniche, on est à Marseille, parce qu'elle entendait dans sa tête un ami qui lui disait qu'il fallait mourir. Bon, et quand je pose la question à la gamine, bon, tu en es où, comment ça va, tout ça, elle me dit, ah non, mais il m'embête plus en ce moment, l'ami. Donc ça veut dire que la problématique se pose encore. Eh ben, je n'avais rien dans le rapport d'AEMO là-dessus, dans le rapport de PAD là-dessus. L'autre exemple que je vais donner, bon, je sais que Sophie va... L'autre exemple que je donne un peu dans cet ordre-là, c'est que par exemple, ça fait 4 ans à Lyon et 4 ans à Marseille que je me bats. C'est assez hallucinant, mais je suis censée être l'autorité symbolique, la coordonnatrice, tout ce que vous voulez, j'ai de la bouteille, j'ai tout ce que vous voulez. Je demande en tête de mes rapports d'AEMO que vous me donniez la composition familiale, pas seulement l'identité du gamin suivi en AEMO, mais est-ce qu'il a des demi-frères, des demi-sœurs, des séparations, etc. Eh bien, je vous jure que malgré toute mon autorité, ma détermination, tout ce que vous voulez, mon poids symbolique, je ne l'ai obtenu ni à Lyon, ni à Marseille. On me le promet toujours, ça ne se fait pas. Et je me dis, il y a quelque chose qui bloque, pas simplement en termes de l'autorité de ma part, mais qui bloque dans la façon de concevoir le travail social sur mandat judiciaire.
j'en arrive à la dernière explication de cette hégémonie judiciaire, c'est que globalement, quand même, il me semble qu'il y a une dévalorisation du travail social dans notre société qui va se traduire bêtement par une faible rémunération, une reconnaissance sociale faible. C'est vrai que dans les années 70-80, travailleurs sociaux avaient une autre reconnaissance. Alors ils étaient peut-être, c'est peut-être eux qui avaient été, fort pendant mai 68, on était peut-être encore dans la comète de mai 68, et être travailleur social à l'époque, ça avait du sens. Bon, maintenant, vous êtes travailleur social, tout le monde se dit quel concours vous avez loupé. Résultat actuel, manque d'attractivité important dans la fonction et grande difficulté pour recruter et pérenniser les travailleurs sociaux. Quand je dis ça, je peux comparer au Luxembourg. Par exemple, j'ai fait des formations au Luxembourg. Travailleur social au Luxembourg, il a le même statut quasiment qu'un magistrat. Donc il est possible de donner un autre statut au travail social. Ça expliquerait, mais je pense que M. Piketty va en parler, ça va expliquer un sous-effectif chronique, par exemple à Marseille, moins 25% de professionnels à la sauvegarde dans les services d'AMO. Alors, Muriel m'avait demandé de vous donner quelques leviers et de ne pas faire simplement que de l'analyse. Je vais répondre à la question, j'en ai pour 5 minutes. Tu me laisses encore ? Je dépasse le cadre, c'est normal. Alors, en interne, c'est vrai qu'on se pose des questions kafkaïennes. Tous ceux qui sont confrontés au retard ou à la non-prise en charge de la mesure d'AMO, après un an, vous avez mandaté le 1er avril, et vous arrivez un an après, vous arrivez à l'échéance, il n'y a pas eu de mesure prise en charge, ou elle a été prise en charge 3 mois avant. Hein. Première question, est-ce que j'audience ? Ou est-ce que finalement je proroge d'office ? Si je décide de ne pas audiencer, parce que de toute façon je croule sous le boulot, j'en ai marre, et puis un peu plus, un peu moins, c'est pas ma faute, bon, je décide de ne pas tenir d'audience, est-ce que je dois quand même motiver sur le fond ? Mais sur quel fond ? Puisque je n'ai pas d'informations. Ou est-ce que je motive uniquement sur la non-exécution du mandat ? Mais alors ça veut dire mettre noir sur blanc l'absurdité du système. L'enfant était en danger, ça n'a pas été exercé, donc on renouvelle, je ne sais pas quoi. Et si on tient l'audience, il y a des collègues qui ont tenu les audiences quand même, eh bien sur quoi vous travaillez, puisqu'il n'y a pas de mise à jour, et qu'en plus, nous, la sauvegarde dit, puisqu'on n'a pas exercé la mesure, on ne vient pas. Donc on est vraiment sans filet avec la famille 1 an plus tard. Alors je dirais qu'à Marseille, on a tout essayé, dans tous les sens. Toutes les options font désordre, évidemment, désordre auprès des familles, désordre auprès des avocats, désordre auprès de la hiérarchie, désordre auprès de la chambre des mineurs, etc. Mais in fine, je m'attendais à une révolte, mais en fait, in fine, tout le monde s'en accommode. On est même arrivé à trouver des arrangements avec les avocats pour les AFM, parce qu'il n'y avait pas les audiences tenues. Par chance, aucun bébé n'est mort d'une manière ou d'une autre, parce que la bonne mère veille sur les bébés, et sur nous aussi, hein, parce qu'on n'a pas eu de pépins. Voilà. Et puis aussi parce qu'on a pu bricoler les circuits de dérivation, etc. Autre levier en interne, c'est faire peur aux autorités de tutelle et à la hiérarchie. Je vous le dis de façon pas très élaborée, mais voilà, faire peur. Alors, faire peur à la hiérarchie, c'est envisager des non-lieux qui pourraient être prononcés dès la requête. Alors, sur les dossiers difficiles, hein, on était presque arrivé à un accord entre nous. Prononcer des non-lieux en disant, bon, de toute façon, on est saisi, mais elles ne seront pas exécutées, donc c'est absurde, donc on ne prononce pas d'AMO. Ou bien on pourrait prononcer des non-lieux aussi après 1 an d'inexécution en disant, bah, écoutez, ça fait 1 an, il ne se passe rien, on n'y est pour rien, et on prononce des non-lieux. Alors on nous dit souvent c'est du déni de justice. Non, ce n'est pas du déni de justice, ces décisions seraient fondées en droit, puisque je rappelle que l'article 375 dit le juge des enfants peut ordonner. C'est une possibilité, ce n'est pas un ordre. Voilà. Ceci dit, quand ils ont vu qu'on était à 2 doigts d'en arriver là, notre hiérarchie s'est mobilisée. Je pense aussi que le département et la PJJ étaient arrivés à la fin de leur audit et que tout le monde a commencé à avoir peur. La deuxième façon de leur faire peur, c'est cette fois-ci de faire peur au département. Et là, je vous promets que la responsable est devenue blanche comme ça. Et c'est même pas venu de nous, c'est devenu de la secrétaire générale du président qui avait été juge des enfants. Elle a dit, écoutez, si on n'arrive pas à obtenir la prise, que les mesures soient exécutées, on va vous désigner vous-même, on va mandater le département. Alors, on n'a pas de mesure, on n'a pas de service d'AMO. Bah oui, mais on vous mandate, puis comme ça, vous êtes responsable. Et je vous assure qu'elle a blêmi.
Après, on a quelques leviers à l'extérieur. Alors, d'alerter les autorités de tutelle, département, PJJ, ça veut dire discuter, écouter, avant l'audit, après l'audit, parce qu'il y a toujours un audit à un moment dans ce cas-là. Avant l'audit, après l'audit, vous avez aussi le comité de pilotage. Là, en ce moment, je me coltine les réunions mensuelles du comité de suivi, etc. Je vais dire oui, bien sûr. On y est tous passés, enfin tous les coordonnateurs ou tous ceux qui travaillent, on est tous passés. C'est un peu épuisant. Et il y a des moments de grande solitude de ma part quand je suis dans ces réunions, parce que d'abord je me sens très seule face à ces grosses organisations, et puis parce que j'y comprends rien, pour être honnête, en management financier, comptable, alors qu'ils nous sortent des plans de travail comme ça, que j'essaie de lire, j'y comprends rien. L'autre chose, c'est de mouiller la hiérarchie. Excusez-moi pour le mouiller, mais bon. Bobigny-Marseille, je me suis rendu compte, parce que Muriel m'a envoyé le courrier qu'elle avait adressé. En fait, on a eu la même idée toutes les deux. On a rédigé des lettres à l'attention de nos présidents et procureurs en leur demandant de bien vouloir les adresser en leur nom au département et à la PJJ, autorité de tutelle. Alors ça marche un peu, ça sert, parce que bon, ils ont commencé à trembler. Bien sûr, les autorités de tutelle, quand elles sont face à un président et un procureur en chair et en os, bon, au départ, ça fait impression. Bon, je dirais après, le frisson ne marche qu'un temps. Après, tout le monde s'endort un peu. Et après, de toute façon, les présidents et les procureurs, ils nous délèguent facilement sur cette fonction. Autre levier à l'extérieur, alors c'est alerter les syndicats, et je me rappelle ma jeunesse quand Georges Catelin de Lyon, qui était un vieux syndiqué, enfin un jeune syndiqué de l'époque, mais pour moi il était vieux, il me dit il faut brancher les syndicats, et bon... Alors, ils sont plus présents en ce moment avec nous là-dessus, les deux syndicats d'ailleurs, pas seulement le syndicat de la magistrature, mais... D'abord, c'est très, très technique comme contentieux. Il faut passer, sauf s'ils ont été eux-mêmes juges des enfants, c'est très technique. Et après, il faut reconnaître qu'ils ont un peu du mal à se fédérer avec les syndicats de travailleurs sociaux qui sont sur la question, parce que ce sont des syndicats qui, en général, sont plus militants que ce qu'on peut l'être nous-mêmes, du moins dans ce domaine. Mon dernier levier, c'est mon dada. Et chaque fois que je suis en réunion, maintenant, ils savent par cœur ce que je vais sortir. Mon dada, c'est de dire... compte tenu de la difficulté de recrutement, il faut en prendre acte et il faut demander un statut social spécial, enfin un statut spécial pour le travail social dans les secteurs très difficiles. Alors je suis fille de prof, je pars de l'exemple bête et méchant. L'éducation nationale a été capable de créer les REP+, les REP et les REP+, ça marche, ça fonctionne dans des zones très difficiles. Si le mammouth de l'éducation nationale est arrivé à faire ça, pourquoi, je dirais, le bélier, la gazelle, ce que vous voulez, du travail social n'est pas foutu de faire ça sur des quartiers difficiles? Alors, les autorités de tutelle du département et de la PJJ me répondent « Ah, mais Madame Bellon, vous savez bien, il y a la Convention 1966 qui ne permet pas d'augmenter les salaires des travailleurs sociaux. » Et moi, je réponds, écoutez, si notre président il est tombé amoureux du Grand Marseille, si on est capable de faire de l'expérimentation dans des écoles spéciales à Marseille, dans les quartiers difficiles, tout ce qui se passe là sur le Grand Marseille, c'est pour les quartiers difficiles, pourquoi on ne pourrait pas le faire pour le travail social, bon sang de bois? L'éducation nationale le fait, ça marche, pourquoi nous on ne le fait pas? Bon, pour l'instant, ça passe pas, mais bon. Dernier levier, c'est la presse. Et s'il n'y avait pas la presse, je ne serais pas là. C'est malheureux à dire, mais il y a un moment, la presse locale, alors quand c'est le Monde, je ne vous dis pas, quand ça remonte jusqu'au Monde, là, tout le monde en parle, les copains qui vous téléphonent, mais aussi les professionnels, les directeurs, le département qui n'aime pas trop, etc. Mais enfin voilà, donc il y a plein de leviers, il n'y en a pas un. Ça va dépendre de la composition de votre tribunal pour enfants, ça va dépendre un peu de l'ambiance, de l'énergie, de tout ce que vous avez. Il y a des choses, et ça avance un peu lentement. Voilà, j'arrive à ma conclusion. Un jour, Pierre de Lyon, qui est un pédopsychiatre d'audience nationale, qui travaillait à Lille, avec lequel j'ai beaucoup bossé, m'a dit, on est dans une société, alors je ne sais plus honnêtement s'il a dit perverse ou schizophrène, mais enfin c'était un peu l'idée. Il dit, c'est une société qui met l'enfant au cœur de tout, au centre du monde, c'est la préoccupation de tout le monde, etc. Mais tous les professionnels de l'enfance qui s'occupent justement de ces enfants-là, eux, on s'en fout. Voilà. Et quand ils visaient les profs, les travailleurs sociaux, les pédopsychiatres, et je me suis sentie visée dedans. Et je ne l'ai jamais oublié. C'est-à-dire que quand
quand tout à l'heure on parlait du greffe, c'est exactement ça. Je veux dire, notre hiérarchie se fiche royalement du fait que nous n'ayons pas de greffier. J'ai évoqué tout à l'heure avec certains collègues, dans la réforme du CJPM, on a imaginé une audience pénale chambre du conseil dans laquelle on puisse se prononcer sans présence du ministère public, alors qu'on peut se prononcer sur la culpabilité qui est discutée, quand elle est discutée, si elle n'est pas discutée, je m'en fiche, mais qui est discutée. On peut se prononcer sans procureur sur la culpabilité, alors qu'on peut renvoyer le dossier devant le TPE et que le mineur va se retrouver déclaré coupable par moi toute seule, mais condamné à des peines de prison ferme ou avec sursis, voire même, en chambre du conseil, je peux me prononcer toute seule sur une culpabilité et prononcer un travail d'intérêt général. Ça fait partie pour moi de cette espèce de grand écart. Les enfants, c'est sacré. Bon, maintenant, il y a les violences conjugales qui se sont mises par-dessus. Mais... Et puis, à côté de ça, il y a un mépris, je vais dire, de ce qui fait comment on va dire ça, les conditions réelles de travail des professionnels dans ce domaine-là. Voilà, j'arrête dans un an, je pars à la retraite, mais je voulais quand même dire, il y a encore du boulot pour tous ceux qui vont rester pendant encore des années dans le domaine. Voilà, j'ai fini. Merci pour ce constat qu'on va qualifier de partagé. Comme je l'ai dit ce matin en introduction du colloque, la situation de Marseille, ça ne consolera certainement pas Laurence, mais elle est à peu près identique, effectivement, sous d'autres cieux, notamment dans le Nord. Je disais tout à l'heure au moment du repas, alors pour qualifier un petit peu l'exiguïté des situations, s'agissant des placements, donc, on fait face là actuellement depuis 15 jours à un droit de retrait, droit d'alerte qui est exercé sur 2 grosses communes, puisque le TPE de Lille œuvre sur l'île Roubaix-Tourcoing. Ça représente à peu près Roubaix-Tourcoing, 165 000 habitants à peu près. Voilà, ils ont décidé dans ce cadre-là, toutes les antennes locales qu'on appelle des UTPS, de ne plus assister aux audiences de renouvellement de placement. Donc depuis quelques jours, là, on n'a plus de référent, on n'a plus personne à l'audience. J'ai décroché le téléphone, j'ai appelé ceux qu'on appelle des RTAS chez nous, les responsables territoriaux d'aide sociale à l'enfance, c'est l'équivalent des inspecteurs dans d'autres régions. Et je me suis entendu dire, parce que je lui ai dit, mais enfin, si vos référents ne peuvent pas venir, vous pouvez venir. Vous êtes en charge d'un certain nombre de situations et votre poste a été créé pour que vous soyez au fait de ces situations. Elle m'a dit, ah ben non, ça ne fait pas partie de mes fonctions. Je me suis retenue de ne pas lui dire, mais c'est quoi vos fonctions et qu'est-ce que vous faites dans l'institution? Alors, mais bon. Donc on en est là. Les circuits de dérivation, on en a aussi mis en œuvre. Mais on est de nouveau dans cette situation. Et quand je vois que les constats sont faits depuis 2018, 2020 pour Marseille, qu'en 2022, on est toujours sur une situation identique, voire aggravée, je me suis dit, mais... Alors que bon, en haut lieu, tout ça est connu, parce que ça fait longtemps que c'est dit, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu plus de réflexion et plus d'anticipation pour que la situation ne s'aggrave pas à ce point? Je précise aussi que nos rapports d'échéance, on a des situations où on n'en a même plus. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une note, 1 page et demie, me disant, ben voilà, la référente est malade, elle n'est pas remplacée, la responsable de service, elle ne peut pas faire non plus, donc il n'y aura pas de rapport d'échéance. Je ne vous dis pas l'acrobatie qu'il faut faire à l'audience. D'ailleurs, je n'ai pas encore trouvé la réponse parce que j'ai mis tous ces dossiers en délibéré à la fin du mois. On en échangera avec les collègues, on a une réunion avec l'ASE lundi matin, etc. Je pense que ça va chauffer, mais bon, voilà, il faut dire les choses parce que là, la situation devient intenable et effectivement, elle est intenable pour les enfants d'abord. Alors, des solutions de dérivation, c'est Laurence qui a utilisé l'expression. Monsieur Piketty, je sais que de votre place en charge d'un service de placement à domicile, après avoir relevé sur l'AEMO, vous avez votre réflexion. Je suis toujours sur l'AEMO. Oui, voilà. Et donc, je vous laisse la parole. Là. Bonjour. Donc, juste effectivement, je suis responsable chef de service d'un service d'AEMO sur le Val-de-Marne à Arcueil, qui est un des 4 services d'AEMO qui intervient sur ce département. Donc, effectivement, Madame Aiglin m'avait contacté pour que je parle de dispositifs qui n'ont rien d'extraordinaire, que j'ai mis en place avec l'équipe sur le service pour, je dirais, faire en sorte de limiter les mesures en attente. Mais en préambule, je dois dire que si on était au complet,
Le service aujourd'hui aurait 0 mesure en attente. On exercerait les mesures dès la notification. Et en plus, on ne serait même pas au maximum de notre capacité théorique qui est normalement aujourd'hui avec l'habilitation qu'on a de 220 mesures. Donc 220 mesures, pas à l'année ou sur 10 ans, 220 mesures à exercer chaque jour. Donc effectivement, ça, je pense, Madame Aiglin m'avait sollicité là-dessus, que c'était important de raconter mon expérience de chef de service au niveau du recrutement. Et je vais me permettre de parler aussi un peu de l'effet sur les services des problèmes de recrutement, sur les familles. Je pense qu'on les connaît tous, mais j'en citerai aussi un en tout cas qui n'a pas été cité, mais que tout le monde a certainement en tête. J'ai commencé à recruter, je dirais, début 2016. Et à cette époque-là, quand il y avait une annonce qui passait, j'avais 1, 2, 3 candidatures, je dirais, de candidats répondant aux attendus. Une qualification qui était celle qu'on attendait, éducateur spécialisé, assistant social, pas trop de JE, d'éducateurs jeunes enfants sur les services d'AEMO. Ça, c'est à ce moment-là, j'étais sur la Seine-Saint-Denis. Et disons que j'avais le choix. Je précise tout de suite que ces difficultés de recrutement, elles ne concernent que les postes éducatifs. Quand j'ai cherché à recruter des psychologues, j'avais 80 candidatures. Quand je cherche aujourd'hui à recruter une secrétaire, j'ai une trentaine de candidatures. Et je pense que ça change beaucoup de choses. Petit à petit, ce que j'ai constaté, c'est que je ne voyais arriver dans les candidatures que des candidats avec aucune expérience dans la protection de l'enfance, ou alors un peu en foyer, mais généralement sur d'autres champs, secteur médico-social par exemple. Et quand j'avais des candidats la plupart qui se présentaient sur le service d'AEMO, en fait, c'était souvent leur premier poste. Or, pour moi, avec l'expérience que j'avais avant, c'est difficile. C'est un poste qui est difficile à exercer si on n'a vraiment pas d'expérience. Faut imaginer, hein, on a un éducateur ou une éducatrice qui a 24 ans, qui arrive devant une famille avec des gens qui ont un vécu long comme le bras et chargé de plein de choses, avec des enfants, etc. Souvent, la première question qui est adressée à l'éducateur ou l'éducatrice, est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous y connaissez quelque chose, etc. Et c'est pas évident. Moi, j'ai vu des professionnels arriver à avoir une posture et des réponses qui rassuraient les parents, qui rassuraient les enfants, mais c'est quand même pas du tout évident. L'autre chose, et petit à petit, je veux dire, les candidats se sont raréfiés en plus. Donc, pour donner un chiffre tout simple, aujourd'hui, j'en suis à la 4e ou 5e annonce que je relance à ma direction et j'ai toujours les 3 mêmes candidats qui sont des choses. Donc, en fait, j'ai 0 candidature nouvelle. J'ai demandé à des collègues comment tu fais. J'ai fait comme eux, j'ai appelé Pôle emploi, j'appelle les éducateurs avant même qu'ils candidatent en essayant je regarde ceux qui n'y sont pas et je regarde ceux qui sont diplômés et je les appelle à Pôle emploi, j'ai 0 réponse. Quand récemment j'ai proposé des entretiens, j'ai dû en proposer 5 sur les 4 dernières semaines, sur des gens qui n'étaient pas diplômés ES, aucun diplôme attendu. 4 ne sont pas venus, en tout cas j'ai qu'une seule personne qui est venue, d'ailleurs quelqu'un qui était vraiment très bien, mais qui n'avait pas du tout un diplôme ES, alors je ne sais pas, tout le monde connaît là ici, donc éducateur spécialisé ou assistant social, il avait un BPGEPS. Et donc je ne saurais même pas vous dire exactement ce que c'est, mais c'est plus dans l'animation, etc. Et il travaillait il était en gros une sorte de manager de centre de loisirs sur des écoles. Et ma foi, moi, je voyais qu'il était habitué à gérer 15 familles, il connaissait les dossiers par cœur, il voyait tous les jours 170 enfants, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, vu que j'ai pas de candidat. Et en plus, je le trouvais franchement très clair dans ses réponses. Il avait une vision très simple
très rapide du danger pour l'enfant. Il était capable de repérer tout de suite des symptômes que les enfants manifestent de manière habituelle quand il y a un danger. Et je me suis dit, lui, il me le faut. Le problème, c'est qu'il gagnait plus que ce que je pouvais jamais lui offrir. Et moi, je ne peux pas, comme ça, de mon bureau, je suis que chef de service, dire non, mais il n'y a pas de problème, je vous donne la même chose et 20% en plus si vous voulez, parce que vous le valez bien. Non, il a fallu que j'attende, donc c'est allé vite. Hein. J'ai contacté mon DG le soir même, il devait être près de 20 heures aussi. Il faut voir, les juges connaissent, mais ça fait des journées à rallonge. Hein. Moi, je rentre souvent chez moi à 21h30, 22h. Hein. Et le lendemain, il me dit c'est compliqué, mais ok, je vais me débrouiller avec le département. Débrouiller avec le département, ça veut dire on verra au moment du compte administratif s'ils reprennent les dépenses ou pas. Et on se dit, on le fait. Bon, je l'ai rappelé tout de suite, mais il avait déjà d'autres propositions et qui étaient déjà plus intéressantes. Et en fait, c'est ce qu'ils me disent tous. Donc moi aussi, le constat que je fais aujourd'hui, c'est que tous les éducateurs qui rentrent sur les services de milieu ouvert type AEMO, ils perdent de l'argent en arrivant. Quand j'ai commencé à travailler en AEMO, j'ai perdu de l'argent, mais à l'époque, ça m'inquiétait moins. Alors, je ne sais pas si c'est la crise ou je ne sais pas. Et puis, je me disais que c'était un métier que j'avais envie de faire et qui m'a beaucoup plu. Et puis, je me disais que j'évoluerais là-dedans et que ça m'irait bien. Mais aujourd'hui, je peux dire et assurer que plus personne n'acceptera de perdre de l'argent en changeant de poste. On a essayé ce qu'on fait sur les autres services. Là, j'ai noté les intérims, les boîtes d'intérim. Alors, j'ai beaucoup eu recours quand j'étais sur le 93, un peu moins sur le 94 parce que je m'attendais un peu aux réponses. Mais en gros, les boîtes d'intérim, c'est pareil. Elles n'ont personne. Et quand elles voient les annonces qui arrivent, elles passent eux-mêmes leurs annonces. Elles offrent un peu plus que le service qui va recruter. Et puis, en fait, elles ne proposent personne. Moi, j'ai jamais eu aucune candidature ou aucun candidat présenté par une boîte d'intérim. Voilà. Donc, je reviendrai après sur les dispositifs que j'ai mis en place, mais en gros, à partir de la mi-2020, et avec le Covid, je ne saurais pas quel est le lien de cause à effet, mais on a observé une augmentation des arrêts maladie, un besoin de plus en plus pressant de remplacer les professionnels. Et parfois, jusqu'à fin 2021, sur notre service, je précise aussi que mes propos, ils ont une portée assez limitée par rapport à ceux de tous les autres intervenants. Je suis qu'un chef de service d'un service qui exerce théoriquement 220 mesures. On a réussi à tenir le coup. Quand j'avais la chargée qualité du département qui m'appelait, elle me demandait comment ça va. Je lui dis oui, il y a 2 postes vacants, mais bon, elle me dit vous êtes plutôt mieux que les autres. Moi, j'étais content. Mais la vérité, c'est qu'on tenait quand même sur la corde raide. Je le sentais bien. C'était plusieurs choses. Les professionnels, les éducateurs, ils fatiguent. La disponibilité des encadrements, donc la psychologue, d'ailleurs, comme je l'ai recrutée, elle est franchement très bien. Et je penserai à donner son nom au juge des enfants. D'ailleurs, elle va être amenée à intervenir plus. Et moi-même, notre disponibilité, elle diminue. Tout le monde est un peu plus seul. Et tout le monde fatigue un peu plus. Donc ça allait à peu près bien. Puis il a suffi de 2 départs qui n'étaient pas prévus pour que la machine se grippe à peu près complètement et qu'on n'ait plus du tout la capacité à organiser notre fonctionnement de manière même simplement, je vais dire, c'était franchement dégradé. Et là, c'est venu assez rapidement. Donc là, depuis le début de l'année, en mars, j'étais à peu près OK. Aujourd'hui, là, j'estime que le service est dans une situation préoccupante, au point que j'ai adressé, moi, un courrier à ma direction générale et au conseil d'administration pour leur expliquer la situation. Et ce qui m'inquiète, c'est que structurellement, je ne vois pas comment on va pouvoir restaurer une équipe complète. Et je le redis, avec l'équipe complète, ça serait le paradis, hein, franchement. Zéro mesure en attente. Les juges, on pourrait leur dire tout de suite qu'on prend la mesure. Et les habitudes qu'on avait avant, d'avoir des appels, on priorise, les gens nous demandent prenez cette mesure, etc. Et généralement, je répondais toujours que ça serait possible dans un délai de 2 à 3 semaines. Aujourd'hui, je ne peux vraiment plus répondre ça.
Les effets sur un service, donc je précise aussi qu'on est une association petite, enfin petite moyenne, un peu moins de 100 salariés, donc on n'a pas du tout les moyens, par exemple, de grosses associations comme Jean Coetzee, Espoir ou d'autres. Donc quand il y a des problèmes, eh ben, je dirais que les effets sont sans doute encore plus rapides. Mais le premier effet que j'ai vu déjà, c'est le fait qu'il n'y ait plus le choix quand on a des recrutements, c'est que ça a un effet pervers sur, normalement, quand vous êtes recruté, quelque part, c'est que vous le valez bien. Il y a quelque chose de positif. Mais aujourd'hui, si vous êtes recruté et personne n'est dupe, c'est que vous êtes le seul candidat. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour l'estime de soi. On parle pour les enfants, pour les familles, mais c'est pareil pour les professionnels. Et je pense qu'il y a plus, en termes de management, puisque je suis un manager, cette espèce de contrat de confiance qui s'établit entre celui qui a recruté et celui qui est recruté. Je pense que ça abîme un peu ça. Avant, le service prenait toujours des stagiaires, jusqu'à récemment on en avait, et qui faisaient des stages franchement très satisfaisants. J'ai renoncé et je ne pense pas qu'on prendra de stagiaires, en tout cas maintenant, quand j'ai des candidatures pour des stages, alors là, pour le coup, qui sont pléthoriques, eh bien je réponds non, parce que ça va être trop de charge de travail pour les éducateurs qui restent. Pareil pour les alternants. Le travail sur le projet de service, qui est quelque chose d'essentiel, parce que sur le fonctionnement d'un service, avec le temps, si on ne veut pas qu'il y ait de sentiment d'arbitraire, si on veut qu'on se réfère à quelque chose qui nous permet les uns les autres de savoir pourquoi est-ce qu'on prend telle décision, pas telle décision, etc., dans des situations qui sont très compliquées, on a besoin de ce projet de service. Et on essaie, ça fait beaucoup d'énergie, et puis ça se dilue et ça s'arrête, et il faut toujours reprendre, et ça a vraiment un effet aussi également pervers. L'autre qui est plus sur les familles, c'est le changement permanent de référent. Moi, quand j'étais éducateur, je voyais les gens du début à la fin, quelque part. Aujourd'hui, je passe mon temps à valider des rapports, et j'en suis désolé, quoi. À chaque fois, changement de référence, etc. Et ça revient de plus en plus dans les audiences, les familles, et surtout les jeunes, les enfants, qui se disent moi, oui, j'aimerais bien la mesure, mais en fait, ça me gêne parce que j'ai dû parler à une personne, puis à une autre, etc. Donc ça, c'est vraiment compliqué. Je ne peux plus trop mettre de binômes, par exemple. Avant, quand il y avait une fratrie, je mettais systématiquement des binômes, c'est-à-dire 2 éducateurs ou éducateurs-éducatrices. Eh bien, ça n'est plus possible. Le groupe d'analyse de la pratique, qui est un lieu important, très important pour les professionnels, pour arriver, je dirais, à discuter de leur pratique, mais aussi à ventiler beaucoup de choses sur tout ce que les mesures éducatives génèrent chez les professionnels. Il n'est plus en place parce qu'il n'y a pas assez de monde, en fait. Et puis, en dernier point, je dirais que peut-être le plus important, c'est que dès lors qu'on devient trop peu nombreux, là aujourd'hui, j'ai plus que 4 éducateurs en poste sur les 9, et cette semaine, par exemple, j'ai travaillé avec une seule éducatrice en poste. Bon, alors vous me direz, il y a eu le Covid. J'ai passé Noël et le jour de l'an tout seul au service. Ça a été le Covid, mais bon, c'était le Covid. Là, il n'y a pas le Covid. Dans ces conditions-là, alors il y a un effet positif qui est une espèce de... On se serre les coudes, on est comme sur un navire un peu ballotté dans tous les sens et les gens se serrent les coudes, mais on ne fait plus que répondre à des urgences, on ne traite plus que quelques situations qui continuent à être très bien traitées, enfin je trouve dans certains cas, pas toutes, mais en tout cas parfois, mais tout le reste va partir à volo. Et donc, avec aussi peu de monde, eh bien, on a beaucoup de mal à maintenir la première chose, c'est notre première mission, et qui est écrite, c'est d'apporter aide et conseils aux familles, et qui a rappelé la juge. Donc, effectivement, c'est que notre premier travail, c'est pas seulement de faire de l'analyse, des observations fines et d'être dans le contrôle, mais notre première mission, c'est d'abord d'aider. Et quand on est trop peu nombreux, eh ben, ça devient extrêmement difficile. Et puis enfin, à la fin, c'est aussi la qualité de nos préconisations, tout notre processus de travail qui permet d'évaluer ensemble, d'avoir, d'ailleurs ça m'a fait penser ce matin un peu tout le contradictoire, la collégialité, le fait que forcément il y a des situations où tout le monde ne sera pas d'accord,
Mais d'arriver à prendre, et là je parle de situations difficiles, est-ce qu'on va préconiser un placement, est-ce qu'on va préconiser une interdiction de sortie de territoire pour un enfant? Tout ça, ça va susciter beaucoup de débats. Eh ben, ça nécessite un climat serein, mais là, ça devient très difficile. Donc les préconisations qu'on envoie aux juges, elles deviennent de plus en plus, je dirais, de moins bonne qualité, moins bien objectivées. Donc ça laisse le juge en plus devant plus de flou. Voilà, donc au final, il y a les effets quantifiables, les mesures qui vont être en attente, et puis il y a tous ces effets pervers qui viennent dégrader petit à petit la qualité du travail, la confiance et le sentiment de la valeur, de sentiment de valeur que les gens ont d'eux-mêmes. Moi, quand j'étais éducateur, franchement, je me sentais utile. J'étais heureux éducateur, je le dis. L'AEMO me paraissait une chose évidente qui coulait de source. Je voyais que ça aidait. Parfois, ça marchait pas. Parfois, ça marchait. Bon, ça, c'est normal, hein, c'est la vie. Mais je me suis jamais posé de questions là-dessus. Quand j'ai débarqué en tant que chef de service, j'ai réalisé que c'était pas aussi simple que ça. Que la vision, cette vision de l'AEMO que j'avais en tant qu'éducateur, elle s'est brouillée dans ma tête quelque part, parce que je voyais bien que les gens se posaient des questions sur la valeur que ça a d'intervenir une fois toutes les 3 semaines, 4 semaines dans une famille. Comment est-ce qu'on peut réellement faire quelque chose, etc. Ce sentiment aussi de boîte noire, je me rappelle le terme qu'on me donnait. On rentre en AEMO, un enfant rentre, puis il se passe des choses. Puis à un moment, ça sort, généralement un placement un vendredi à 5h de l'après-midi. Et je trouvais ça extrêmement... J'ai été choqué la première fois que j'ai entendu ça, parce que je crois avoir jamais fait ça comme en tant qu'éducateur. Mais j'ai été choqué, et puis j'ai réalisé, moi, même si j'ai pas, je dirais, la perspective d'un juge des enfants ou d'une inspectrice, mais je voyais bien qu'effectivement, il y avait pas mal de choses à revoir là-dedans. Enfin, en termes de chiffres, quand même, je vais terminer avec des chiffres. Début 2021, on était 4-5 mesures en attente. J'étais content. Je rédigeais un rapport d'activité glorieux sur 2020. Fin 2021, il y a eu des périodes où l'ordonnancement, enfin, je veux dire, on a eu des mesures en attente qui ont augmenté, puis on a réussi à les reprendre. Début 2022, ça allait. Et puis, effectivement, il y a eu plus d'ordonnancements. Les épisodes de départ pas remplaçables que j'ai eus, et aujourd'hui, 50 mesures en attente. Alors, on a parlé de chiffres et tout, mais sur notre service, 50 mesures en attente, avec un délai d'attente du coup qui commence à janvier, parce qu'on avait réussi à prendre toutes les mesures qui étaient avant. Mais c'est un leurre. Si rien ne change, il y aura 100 mesures en attente. S'il y a 50 mesures qui arrivent d'ici 3 mois, il y aura 100 mesures en attente. Parce que je ne vois pas comment on va pouvoir prendre des mesures. Donc, je vais voir après pour les leviers et tout, mais c'est pour donner ce chiffre-là qui est pas très optimiste. Bon, on arrive, on est quand même heureux de faire ce métier, hein, je le dis. Mais c'est la réalité. Bon, alors maintenant, sur les dispositifs, j'espère que je n'ai pas été trop long. Non, pas de souci. Bon, tous les dispositifs dont je vais parler là, ils fonctionnent si tant est qu'on n'est pas dans une situation trop dégradée. Bon, le premier, il est assez simple, c'était celui de prioriser les mesures en fonction, je dirais, du niveau de danger. On m'a posé la question, cette priorisation, moi je ne suis pas juge des enfants, a priori, pour moi, une ordonnance d'un juge des enfants, elle a autant de valeur quelle qu'elle soit, mais c'était plutôt en accord avec le département et c'était assez ouvert, je le disais. Donc on avait des critères de priorisation, l'âge des enfants, la date de fin d'exercice de la mesure et puis l'appréciation plus fine sur la question du niveau de danger, auquel cas j'en référais généralement toujours, même de manière systématique en interne avec la psychologue, éventuellement avec des partenaires qui appelaient de l'extérieur. Ça aussi, c'était un critère de priorisation. Si j'avais une assistante sociale qui m'appelait 4 fois ou 5 fois, je n'ignorais pas ces appels. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'était un dispositif avec un nom barbare que j'ai appelé hors référence. C'est simplement que j'ai fait en sorte qu'on n'ait pas de mesures, que parfois avec un mot également bizarre, de mesures dormantes. C'est-à-dire que les éducateurs, moi sur le service, je voulais qu'ils soient maintenus à pas plus de 25,
parce que je pense que sur le département qu'on est, 25 mesures, c'était le plus qu'on pouvait faire en faisant un travail à peu près correct. Mais pour éviter qu'ils aient des mesures sur lesquelles il n'y avait rien à faire, ces mesures, je les mettais hors référence. Il n'y en avait pas tant que ça, mais c'était des mesures pour lesquelles on attendait des décisions d'arrêt d'un juge, ou c'était des mesures sur lesquelles les personnes avaient quitté le département, ou c'était des mesures éventuellement dans quelques cas où on était vraiment sûr qu'il n'y avait plus de danger, et on l'énonçait. Dans ces cas-là, on informait le juge, le département, par un rapport, et c'était spécifié qu'on le mettait hors référence. Et dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle la permanence du service qui continuait à traiter si jamais, par exemple, il y avait un appel. Et dans la mesure du possible, on s'efforçait également de prendre un contact une fois par mois téléphonique avec la famille ou avec un partenaire bien identifié qui nous disait « c'est bon, tout va bien ». Ce dispositif hors référence, il a très bien fonctionné pendant à peu près de 2019 à fin 2021, où j'avais entre 10 et 15 mesures, ce qui me permettait, moi, de bien vérifier que rien ne déraillait sur ces mesures-là. Donc, pour info, aujourd'hui, mon dispositif hors référence, il a plus de 50 mesures dessus, et c'est juste plus possible, c'est pas raisonnable. Et l'autre, qui est un dispositif qu'on va mettre en place, donc on a vu, c'est pour les mesures en attente, mais c'est pas, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais en tout cas, on s'est dit que c'était important. On voyait bien que les familles, quand il se passe 4 mois ou 5 mois entre le moment où il y a l'ordonnance et le moment où ils arrivent chez nous, il y a beaucoup de choses qui se sont perdues. Puis je dirais que le sens de la décision du juge, la plupart du temps, il s'est dilué. Donc on s'est dit qu'on allait faire une sorte de protocole d'information de plus en plus resserré auprès de la famille, et en tout cas pas juste un courrier pour dire il y a une mesure, nous on ne peut pas la prendre et on vous rappellera quand on pourra la prendre. C'est pas dit comme ça, mais en gros c'est là. Et donc on mettrait quelque chose avec une temporalité, un premier courrier, puis un deuxième 1 mois après, puis un autre qui serait 3 mois après, et enfin une proposition sur leur demande de rendez-vous, soit téléphonique, soit physique, avec le chef de service ou la psychologue. Et avec un ensemble d'informations tout de suite apportées sur le fonctionnement du service, qui puisse visualiser les gens dès qu'ils arrivent. Et puis également, ensuite, un questionnaire qui leur est envoyé. Alors, il y a une juge qui m'a dit en rigolant, c'est de l'AEMO à distance, ouais, c'est un peu ça. Mais un questionnaire tout simple qui amène les parents à se questionner, ou les enfants d'ailleurs quand ils sont grands, sur comment fonctionne la famille, mais sur des choses toutes simples, les rythmes de sommeil, l'alimentation, l'observation, amener les parents à observer leurs enfants un peu différemment peut-être que ce qu'ils font d'habitude. Tout ça en se basant sur, une idée générale qui est qu'on cherche quand même dans notre métier, en tout cas au niveau de l'AEMO, à essayer de mobiliser et de développer ou de restaurer les compétences que les parents ont. Parce que s'ils en ont plus, de toute façon, ça ne sera plus du domaine de l'AEMO, c'est sûr, ça sera autre chose. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le sujet. J'espère que ça répond à peu près à la commande qui m'a été passée. Et voilà. Merci beaucoup pour votre propos. Bien, c'est une après-midi réjouissante. Nous faisons un constat, voilà. En écoutant vos propos, je me disais, finalement, on aurait peut-être dû prévoir un psychologue pour déblatérer ensuite et débriefer auprès de chacun. Oui, c'est une réalité qu'on connaît et qu'on partage, comme je dis tout à l'heure. Alors, on a trouvé intéressant, Monsieur Beaune, que vous soyez parmi nous aujourd'hui. Laurent Gebler et moi, nous vous avions rencontrés en septembre dernier à l'occasion de l'élaboration de la loi du 7 février. Et donc, de par la connaissance que vous avez de la protection de l'enfance en général, on trouvait intéressant que vous puissiez être parmi nous aujourd'hui. Et je veux dire, à chaud, ce constat qui est dressé depuis le début de l'après-midi, qu'on a plus ou moins en filigrane aussi effleuré ce matin. Je veux dire, quel est le regard du législateur porté sur cette situation qui vient bien évidemment contrebalancer tout l'arsenal de dispositions législatives qui sont mises en œuvre dans l'intérêt de l'enfant. Merci de me laisser parler un peu, en
en sachant effectivement que l'inexécution des décisions de justice ne rentrait pas dans le cadre de la loi que nous avons travaillé le 7 février. Par contre, bon, il était intéressant d'en parler effectivement à mon niveau. D'abord parce que j'ai été aussi vice-président des affaires sociales de mon département et président de ce département dans la Loire, donc on parlait tout à l'heure de Saint-Étienne. Et il est vrai que les difficultés que vous avez notées les uns et les autres dans les interventions montrent bien qu'aujourd'hui, il y a deux phénomènes essentiels. Les difficultés de recrutement, la non-attractivité du métier d'éducateur spécialisé, je crois que ça, personne ne peut le nier. On aura des difficultés à faire repartir, en tout cas, cette attractivité. Il faudra certainement que dans la revalorisation salariale et par d'autres moyens, on arrive à redonner l'envie, en tout cas à certains, de se plonger dans cette action sociale qui est importante, éducative qui est importante. Et puis la deuxième difficulté, c'est au niveau des départements, effectivement, le manque de moyens. Et bon, je peux parler du département que je connaissais, donc qui est un département moyen au niveau de la France, 750 000 habitants, un budget d'à peu près 750 000 euros, et 60% était consacré à l'action sociale, et un quart de cet argent consacré à l'action sociale l'était pour l'enfance, à peu près 100 millions d'euros. Et il est vrai que ces 100 millions d'euros étaient bon, pour la protection de l'enfance essentiellement, et qu'on avait toujours des difficultés au moment des demandes supplémentaires d'AEMO, effectivement, de répondre aux demandes. Et que souvent, malheureusement, au niveau des juges pour enfants, on était contraint un peu d'essayer d'exercer ces mesures sans avoir les moyens de donner aux associations les personnels et l'argent qu'il fallait. Et je pense que là aussi, il faudra peut-être trouver des solutions financières et les accepter au niveau national pour qu'on puisse vraiment faire ce travail éducatif auprès des enfants qui en ont besoin. Alors au niveau de la loi, effectivement, on n'a pas parlé de cette inexécution. On a parlé d'autres moyens, et un des moyens peut-être qu'on a mis en place et qui pourra, au niveau de l'ensemble des départements, faire en sorte qu'on puisse améliorer en tout cas cette exécution des mesures qui sont demandées par les juges, c'est le comité de pilotage qu'on a mis en place. Je pense que c'est une des mesures qui n'était pas prévue au départ, ni par Adrien Taquet, ni au niveau de l'Assemblée nationale, que nous avons rajouté. C'est la possibilité dans chaque département, alors au début, ça sera expérimental, on ne pouvait pas forcer les départements à le faire, mais de travailler en concertation avec les services de l'État. Aujourd'hui, les départements, lorsqu'ils font quand ils essayent d'organiser la protection de l'enfance dans le département, ils peuvent échanger avec d'autres partenaires, mais c'est sur invitation. Or, ce comité de pilotage vise à mettre les services de l'État et du département ensemble pour essayer d'élaborer d'abord un observatoire et puis la mise en commun des moyens qu'il faut pour exercer justement correctement cette protection de l'enfance. Alors ça va de l'éducation nationale à la santé. On a parlé tout à l'heure de la santé, de la difficulté d'avoir des pédopsychiatres notamment qui interviennent et qui puissent travailler avec l'ensemble des intervenants. On a aussi parlé de la justice, parce que la justice, vous êtes tous magistrats presque, elle n'aime pas bien être convoquée. Donc, et sur invitation, elle répond plus ou moins. Alors quand le préfet s'ajoutera au département pour inviter les magistrats, ils auront peut-être plus tendance à venir et à travailler. Alors, c'est variable selon les départements. Moi, j'ai vu beaucoup de juges pour enfants pendant la période où j'y étais, à peu près 25 années. Avec certains juges pour enfants, il y avait une volonté de travailler importante, et avec d'autres, beaucoup moins. On a vu aussi pendant les auditions qu'on a eues lors de l'élaboration de la loi, on a vu des positions très divergentes au niveau des juges pour enfants, notamment, par exemple, pour la présence de l'avocat auprès des enfants. Donc, il est vrai que chaque juge pour enfants a une façon de fonctionner qui peut être différente d'un endroit à l'autre et donc d'un département à l'autre. Il faut pourtant que les départements arrivent à travailler avec l'ensemble de ceux qui concourent au bien-être des enfants. Et bon, je parlais de l'éducation nationale aussi, qui quelquefois traîne les pieds pour venir élaborer des solutions pour les enfants. Il y a des solutions alternatives dans les placements, il y a des solutions alternatives pour l'AEMO, ça peut être des AEMO renforcés, mais il y a d'autres solutions qui peuvent exister. Et je crois que c'est un travail en commun qui peut se faire dans le cadre de ce comité de pilotage, et c'est ce que l'on a essayé de mettre dans le cadre de la loi.
Et puis, alors, il y a d'autres décisions qui ont été prises dans le cadre de la loi. Je le dis aussi très, très simplement et sincèrement, la loi n'a pas réglé tous les problèmes, loin de là. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps, probablement, par rapport à une loi qui a été élaborée au niveau du gouvernement, proposée au niveau de l'Assemblée nationale en décembre, et pour laquelle nous avons dû travailler au niveau du Sénat pendant quelques temps, mais sur les points qui étaient déjà proposés par l'Assemblée nationale. On a par contre donné des moyens qui ne permettront pas non plus de faciliter la prise en compte financière dans les départements. On a par exemple demandé à ce que les nuits d'hôtel soient supprimées pour les enfants, notamment ce qu'on appelle les MNA. Cette suppression des nuits d'hôtel va entraîner aussi des dépenses supplémentaires au niveau des départements, puisqu'ils devront trouver des structures pour accueillir ces enfants dans d'autres conditions que dans les hôtels. On a aussi décidé qu'il n'y aurait plus de sortie sèche à 18 ans. Donc ça va là encore obliger les départements à financer la partie de 18-21 ans qui ne l'était pas jusqu'à maintenant. Donc toutes ces mesures, effectivement, risquent à terme de gêner encore plus financièrement les départements pour pour participer un peu plus au nombre d'AEMO qui ne sont pas aujourd'hui exécutés ou pas assez exécutés. Alors vous le disiez, jusqu'à maintenant, vous auriez pu exécuter toutes les mesures si vous aviez le nombre d'éducateurs suffisant. Le problème, c'est que même quand il y a le nombre d'éducateurs suffisant, ils ne sont plus suffisants par rapport au nombre d'AEMO qui sont demandés par les juges et qui sont de plus en plus importantes aussi du fait de la dégradation de la situation sociale dans notre pays. Donc voilà, je voulais simplement livrer ces quelques réflexions sans avoir préparé de documents auparavant, et plus répondre à des questions, effectivement, par rapport à cette loi qui n'a pas, je le redis, parlé de cette inexécution, mais qui sera améliorée certainement dans l'avenir. Juste un mot sur la judiciarisation qui reste très prégnante au niveau actuellement des départements. Je me rappelle l'élaboration de la loi de 2005 qui avait été faite à l'époque par Pascal Clément. Je dis par Pascal Clément parce qu'il était à l'époque président du département de la Loire. Et j'étais vice-président et on avait effectivement, il avait profité de ce qu'il était ministre de la Justice pour mettre en place cette loi et pour permettre au département de remplir un peu plus le rôle qu'il devrait avoir par rapport à la protection de l'enfance. Et puis on s'aperçoit aujourd'hui que 80% des mesures restent judiciarisées alors qu'il était très important pour les départements de prendre réellement en charge la mission pour laquelle on leur avait confié la protection de l'enfance. Et même dans le département de la Loire, où j'étais à ce moment-là président, enfin depuis 2008, on n'a pas réussi non plus à déjudiciariser la protection de l'enfance comme on aurait souhaité. Voilà, enfin, c'est quelques réflexions que je voulais avoir dans l'invitation que vous m'aviez faite. J'avais presque failli refuser en disant c'est pas dans la loi, ça relève plus des départements que du législateur, mais bon, il était intéressant quand même de venir discuter, d'autant que j'avais trouvé très intéressant d'échanger avec les juges pour enfants. On en a vu beaucoup pendant les auditions, mais de voir aussi la façon, l'appréciation qu'ils avaient chacun les uns et les autres de ce que l'on pouvait améliorer dans le cadre de la protection de l'enfance. Bien, merci beaucoup. Je veux dire, la parole est à la salle. Le public très divers que nous avons aujourd'hui a certainement des questions. Il y a 2 micros qui fonctionnent. Voilà. Alors, on m'a expliqué pourquoi de temps en temps on ne vous entend pas. C'est parce qu'il y a un temps de latence. On m'a dit, voilà, donc il faut l'allumer et puis attendre qu'il se mette en route. Et là, vous pouvez parler. En principe, c'est ce que j'en ai compris. Mais bon. Comment ? Oui, c'est ça. En sorte, il faut qu'il analyse la voix et puis ensuite, il se met en marche. C'est une pénurie à tous les niveaux. Et par rapport à ça, l'analyse qui a été faite par tous les participants à la table ronde, c'est une analyse quantitative. Et moi, je me demande si dans le contexte actuel, on n'est pas du coup contraint à
essayer de trouver des nouvelles modalités de travail éducatif en milieu ouvert. C'est-à-dire que un enfant, une mesure, finalement, c'est peut-être obsolète. Peut-être que il faut trouver des modes d'action plus collectifs, par exemple, hein, au niveau d'un groupe de famille, au niveau d'un quartier, au niveau d'une typologie de personnes. Peut-être, enfin, je pense aussi que on doit effectivement recentrer le travail, l'intervention judiciaire aux situations les plus difficiles. Et de ce point de vue-là, peut-être que nous, les juges, nous ne sommes pas assez vigilants sur notre compétence. À condition que, parallèlement, on ait des outils plus qualitatifs. C'est-à-dire que, moi, je pense qu'il faudrait que les juges des enfants aient des critères plus... et les parquets, hein, peut-être plus sévères sur le danger, la réalité du danger, mais à condition d'avoir des outils plus performants. Par exemple, que les mesures d'émo ordinaires soient des mesures préventives administratives et que les mesures judiciaires soient des mesures d'émo plus intensives. Hein, voilà. Donc, recentrer sur le qualitatif et aussi sur les méthodes de travail. Parce que sinon, je crois que ce constat d'impuissance par rapport à, voilà, au manque d'argent pour les départements, au manque de mesures pour les juges, au manque d'éducateurs pour les services, bon, par rapport à ça, on est pieds et poings liés. Hein, on ne peut que avoir nos yeux pour pleurer. Donc si on n'essaie pas de trouver des nouvelles stratégies d'intervention, de protection, je crois qu'on va vraiment, vraiment dans le mur. Moyennant quoi, je peux apporter quand une petite réponse. On échange sur le sujet avec le parquet notamment, hein, qui filtre... les rapports qui lui sont adressés par le département, CRIP, etc. Voilà, je ne reviens pas sur les modalités de saisine du JE. Ils nous renvoient, en tout cas à Lille, c'est ce qui se passe, mais je ne pense pas que ça doit être une spécificité, qui n'ont pas eux-mêmes les moyens de filtrer et qu'à partir du moment... Je veux dire, ils se concentrent sur les situations vraiment extrêmes dans lesquelles on leur demande de prendre une OPP. Pour le reste, c'est lu, certes, mais peut-être pas, effectivement, avec un regard plus acéré qui permettrait d'éviter des saisines. Nous-mêmes, après prononçant une mesure de non-lieu, une fois qu'on reçoit la famille, qu'on échange et qu'on fait un constat qui ne va pas forcément dans le sens de la saisine initiale. Encore une fois, c'est aussi une question de moyens, en tout cas au niveau des parquets aussi. Donc, la difficulté aujourd'hui, c'est que la situation, elle est tellement obérée qu'il faut savoir cibler l'ensemble des difficultés, et chacun en a à son stade, à son niveau, et qui fait que, effectivement, hein, peut-être que la mise en place de comités de pilotage qui recentrent effectivement l'État au cœur de la protection de l'enfance, ça va permettre d'initier une forme de réflexion qui permette d'aboutir sous d'autres pratiques. Mais bon, voilà. Oui, je ne sais pas si ce n'est pas une réponse complète, mais je parlais avec mes collègues cette semaine là, du fait que j'étais là ici, puis... Une chose qu'ils m'ont dite, c'est dans les mesures d'AEMO, en fait, on a tellement de types de problématiques à traiter, tellement de types de problèmes. C'est trop, en fait. Je pense que notre ambition collective, elle est trop grande. Et il y a aussi des mesures, il faut le dire, parfois, on arrive, on prend la mesure et on se dit mais pourquoi est-ce qu'on nous demande d'intervenir ? Très sincèrement, mon intention, là, c'est sur certaines mesures, vu la situation, et je ne me le serais pas permis avant, parce qu'on n'ose pas, je veux dire, mais c'est d'adresser au juge des enfants une note en disant que vraiment, nous, comme ça, là, même après 2 mois, on ne voit pas vraiment de danger. Il y a peut-être eu quelque chose, mais qu'il nous semble possible de faire confiance à la vigilance des écoles ou des centres de loisirs, des CMP, quand il y en a, on n'a pas parlé, mais par exemple sur le Val-de-Marne,
3 ans d'attente pour le CMP à Gentilly, par exemple. Donc, mais bon, je reviens là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qu'on va faire, parce qu'il va falloir, entre guillemets, qu'on fasse sortir des mesures. Parce que par contre, il y a des mesures qui sont clairement très, très dangereuses, avec un niveau de danger très, très, très élevé. Et moi, en tant que chef de service, franchement, et avec la psychologue qui lit toutes les ordonnances avec moi, c'est pas très agréable, c'est assez inquiétant de voir ça et de se dire mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc là-dessus, oui, je pense qu'il y a des choses à revoir. Maintenant, moi, je blâme personne, je sais que c'est difficile, mais j'ai l'impression que parfois il y a une forme de systématisation des réponses sur certains dangers. Ce matin, il y a une dame qui a dit quelque chose, une historienne. Bon, on n'a pas répondu, mais elle a parlé de Surcouf et de Mozart. Ça ne me semblait pas les meilleurs exemples. Mais moi, je me rappelle d'un ami de mon père qui était jurassien et qui me disait que moi, à 10 ans, les enfants dans le Jura, ils conduisent des tracteurs dans la montagne, avec des pentes à 20 ou 25 degrés. Ils prennent des risques qu'aujourd'hui, on dirait, si jamais on voit un parent pas mettre de casque à son enfant qui fait du vélo, il le met en danger. Alors, je pense qu'il y a parfois peut-être des choses à relativiser et que parfois le danger aussi, il est gonflé par certains parents dans des conflits parentaux où ils vont exacerber des choses et que parfois je pense qu'on a une vision un peu distordue du danger. Oui, moi je pense que par cabinet, il peut y avoir stratégique avec le juge et puis ses partenaires sur où est-ce qu'on est vraiment utile, où est-ce qu'on est le plus utile, où est-ce qu'on a le plus besoin de nous. Et alors moi j'utilise, mais encore faut-il en avoir. La nécessité réelle d'une intervention judiciaire, parce que le juge bureau, il a un peu quand même de mal à apprécier, a priori. Et puis, ce qu'on avait utilisé à une époque dans les Hauts-de-Seine, où on était en situation de pénurie, c'était, alors ce qui n'est pas du tout prévu par la loi, c'était des émaux provisoires pour, justement, de 3 mois ou 6 mois maximum, pour apprécier justement l'intérêt, la valeur ajoutée d'une émo. Parce que parfois, on se demande quand même, est-ce qu'il y a vraiment une valeur ajoutée, Et ce n'est pas la peine de disperser les forces. Donc voilà, il y a peut-être... ça ne règle pas la question fondamentale de c'est quoi la place de l'enfant et qu'est-ce qu'on veut comme protection pour la jeunesse, pour l'enfance et la jeunesse, qui est là une question politique générale. Mais au jour le jour, au cas par cas et dans la réalité du fonctionnement des tribunaux, moi je pense que ce serait assez intéressant de développer une dynamique autour du juge des enfants, une dynamique stratégique. Et puis en plus, ça permettrait de développer aussi des relations avec les juges qui changent un peu, qui soient un peu de vrais partenariats. Moi, je voulais profiter d'être avec un sénateur pour vous demander, et puis parce que vous avez été en responsabilité longtemps au département, une mesure d'AMO, c'est, dans mon souvenir, 5-6 euros par jour, alors que les services de PAD qui ont été beaucoup développés, comme en lieu et place souvent d'AMO intensives, ou les AMO intensives, sont beaucoup plus chers. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, ça bloque toujours au niveau des AMO? Je ne parle même pas des prix d'un placement qui tourne à 200 euros. Qu'est-ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à financer les AMO qui coûtent quand même 10 fois moins cher qu'un placement et qu'elle est moins cher qu'un PAD? Et l'autre question, est-ce que vous avez un pouvoir à un niveau ou un autre pour faire sauter ou bien pour permettre des aménagements de cette convention de 66 qui bloque la marge de manœuvre des associations pour avoir plus d'attractivité à tout point de vue? Quand le collègue décrit ce qu'il est obligé de faire pour recruter un monsieur un soir, je veux dire, moi je reste hallucinée. Oui, j'ai la parole. D'abord, je précise, je ne suis plus président de département. Je l'ai été, ça m'intéressait beaucoup de me préoccuper un peu de tous ces problèmes-là. Et effectivement, il n'y a aucune raison
financièrement de privilégier telle ou telle forme d'aide auprès des enfants. Et il est vrai que l'AEMO, et notamment l'AEMO renforcée pour moi, est une mesure qui est certainement une des plus importantes à mettre en œuvre. Pas systématiquement, mais souvent pour les enfants. Vous savez que dans le département de la Loire, que vous connaissez un peu, il y avait un fameux pédopsychiatre qui est le docteur Berger, qui est connu partout, qui est un peu particulier, et qui avait des méthodes un peu particulières avec lesquelles j'ai travaillé aussi au niveau médical, et qui préconisait effectivement, lui, de systématiquement enlever les enfants des familles et de les mettre dans des établissements. Donc, vous voyez, il y a aussi tout dans les décisions qui peuvent être prises à ce niveau, mais nous, on a toujours essayé de privilégier au niveau des AEMO tout ce qui pouvait permettre aux enfants de rester dans les familles et d'aider les familles. Bon, mais c'est vrai qu'on est contraint par des budgets, par des cloisonnements administratifs, de donner au début d'année tel ou tel montant financier à telle ou telle association et de déterminer à l'avance ce qu'il faut ou pas faire. Et je trouve qu'effectivement, il faudrait faire sauter ces contraintes. Quant aux conventions de 66 ou aux différentes conventions privées ou associatives ou publiques, effectivement, il faudrait faire sauter tous ces éléments-là. Je suis en train de m'occuper, toujours dans le social, on m'avait confié aussi la mission d'enquête actuelle là, sur les établissements pour personnes âgées, notamment le cas d'Orpea. Et là aussi, on parle, j'ai auditionné beaucoup de monde, et on parle de la difficulté de recrutement des personnes, avec la difficulté aussi liée aux conventions, qui sont différentes entre le secteur public et le privé, et qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'attractivité non plus dans ce domaine-là, et qu'il faudrait faire sauter beaucoup de verrous pour qu'on puisse effectivement d'abord faire passer les personnes d'un endroit à l'autre facilement, d'éviter ces cloisonnements conventionnels. Mais ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, il faudra une nouvelle loi. Parce que ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que c'est au niveau des syndicats qu'il y aura des difficultés pour faire accepter que les avantages d'une convention par rapport à une autre puissent perdurer, en tout cas ne faire perdre à personne les avantages du plus élevé. Donc ça, il faudra certainement une nouvelle loi, mais je pense que ce serait intéressant. Ce qui est, ce matin, c'est Maître Biton qui a fait un petit clin d'œil à notre démocratie, ce qui est quand même interpellant à l'écoute de tout ce qui se passe, de ce constat, c'est qu'on est aujourd'hui face à une justice qui est qualifiée d'autorité judiciaire, qui est pieds et poings liés dans ses missions par les départements, par les budgets qui sont décidés par le département, par l'exécutif de collectivité territoriale. On est quand même sur des questions en termes de démocratie qui sont à pointer, parce que sur des dérives qui sont, enfin, à mon sens, inquiétantes. Oui. Oui, quelques petites observations. Moi, je pense que j'ai beaucoup aimé ton idée, Laurence. De l'arrêt plus dans secteur, mais effectivement, ça peut être que du domaine de la loi. Et effectivement, notamment pour le travail social. Notamment pour le travail social, mais effectivement aussi pour la psychiatrie, pour les CMP, la pédopsychiatrie. C'est vrai que finalement, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir, en tout cas le législateur ne pourrait pas réfléchir à étendre à d'autres domaines cette idée d'une présence plus soutenue à la fois du travail social et plus valorisée du travail social, de la psychiatrie. Très intéressante. Sur les autres questions, il y a deux choses que je voulais dire. La question des moyens, elle est réelle. Les moyens des départements, on sait bien qu'ils sont limités. Effectivement, c'est le qualitatif. Moi, je rejoins ce qui a été dit sur le qualitatif. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces moyens. Alors, j'entends ce que vous venez de dire sur le fait qu'on est attenté sur des budgets qu'on doit décider pour une année et que c'est facile. Je parle en tant que nouvelle coordonnatrice du tribunal pour enfants de Saint-Étienne, donc de la Loire. Voilà, donc je vois aussi, je suis arrivée et c'est avec effectivement beaucoup de constats sur ce territoire, à la fois des choses positives et d'autres choses. J'entends ce que vous dites sur le fait que les juges n'ont pas forcément toujours voulu participer aux instances de concertation, que c'était très variable. Aujourd'hui, je me bats pour que dans le cadre du schéma départemental, on écoute ce que veut dire l'autorité judiciaire avant de construire le schéma départemental dans la Loire. Donc là, je reviens sur le pilotage. C'est vrai qu'à un moment, quels sont les besoins prioritaires et qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous l'avez dit, dans la Loire, il y a une culture, une histoire.
une histoire marquée par Monsieur Berger, une histoire de placement dont on ne sort pas, d'absence de construction du lien parent-enfant pendant le placement. Et tout ça fait aussi qu'un très fort taux de placement. Très fort taux de placement et du coup un budget qui est effectivement difficile à étendre sur des mesures qui effectivement coûtent beaucoup moins cher, mais peut-être aussi des choses à faire, vraiment des choses à faire sur un plan, si tout le monde se mettait autour d'une table pour se dire comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on travaille déjà dans le 6 mois personnellement pour la loi du 7 février 2022 qui vient aussi prévoir des choses et notamment le travail avec le groupe familial élargi, les ressources du groupe familial élargi, qui est quand même pas très coûteux pour le département si on s'en donne les moyens et qui peut quand même permettre de stabiliser des situations d'enfants si on apprend à travailler là-dedans. Donc il y a des marges de manœuvre importantes, y compris dans un budget contraint. Là, je ne parle pas de difficultés de recrutement qui sont réelles, mais y compris dans un budget contraint, pour avec les moyens qu'a un département, peut-être développer certaines choses. Plutôt que d'autres, faire certains choix pour améliorer considérablement la qualité de la protection de l'enfance et la qualité de l'accompagnement qu'on va proposer aux familles. Et pour ça, ça nécessite vraiment de se mettre autour d'une table. Donc il y a ce comité de pilotage qui a été proposé, que la loi propose. Il y avait quand même d'autres instances. L'ODPE, quand j'étais en Seine-Maritime, l'ODPE était une instance qui était quand même dans lesquels les juges... Non, mais ça dépendait des territoires. Nous, à l'ODPE, il y avait des groupes de travail dans lesquels les juges des enfants étaient très participatifs et il y avait des choses, des travaux de schéma départemental où tout le monde était autour de la table et qui ont eu un véritable intérêt. Effectivement, là, j'arrive dans un département où je suis étonnée du peu de concertation, d'espace de discussion. Alors, je vois quand même tous les mois la directrice de l'enfance, donc on discute de manière très soutenue, mais de concertation à un niveau, avec l'ensemble des partenaires, à un niveau plus politique, pour vraiment se dire et se mettre tous ensemble sur du qualitatif. Je pense qu'il y a quelque chose à repenser au-delà des moyens, de notre capacité à effectivement construire des choses, aussi de pouvoir être dans quelque chose de stratégique où on ose à un moment se dire les choses et avec les moyens qu'on a, se demander ce qu'on peut développer pour favoriser les parcours des enfants, pour mieux accompagner les familles. Mais sauf qu'il y a une autre réalité du côté des juges des enfants aussi, qui est la charge. La charge, comme tu disais, Laurence, les leviers, on peut les soulever, mais quelle énergie faut-il pour le faire ? Quelle décharge de coordination pour les coordonnateurs pour être très présents sur le terrain ? C'est effectivement parfois au prix de finalement beaucoup de dévouement personnel pour être à ce contact. Mais il me semble qu'aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, si on n'arrive pas à se mettre autour des tables pour construire des choses tous ensemble, on pourra toujours continuer à dire... un petit exemple, j'avais un enfant dans mon bureau, un parcours, tout ce qui me désespère, un gamin de 6 ans qui n'a plus de relation avec personne, une mère, on va vers du délaissement, la Loire est la championne du délaissement, mais il n'y a pas de famille d'accueil de parrainage, donc, mais il y a beaucoup de délaissement, mais ça, voilà, on est dans le post-berger, je pense que c'est très, très prégnant, donc un enfant 6 ans délaissé, 3 familles d'accueil, il est dans un lieu de placement dans lequel il se sent très, très, très mal, et l'éducatrice, il n'a que 6 ans quand même, qui me dit, bon, il faut qu'on construise l'éducatif, le soin, il faut le partenariat entre l'éducatif et le soin, et je lui dis, mais madame, et l'affectif ? Qu'est-ce qu'on construit au niveau affectif pour cet enfant qui n'a effectivement aucun repère affectif stable ? Et l'affectif, qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on essaie sur l'affectif ? Et voilà, c'est on peut essayer de dire, ah oui, il manque d'un soin, il faudrait tel dispositif. On peut mettre plein de dispositifs les uns à côté des autres, avec parfois des délais d'attente de l'un à l'autre. Mais comment est-ce qu'on essaye de construire un véritable projet pour un enfant et une forme de stabilité ? Je pense qu'on a encore beaucoup de travail. Je peux juste répondre à ça, parce que l'idée, si vous voulez, du comité de pilotage, il est parti de ça. Moi, j'ai constaté pendant très longtemps qu'on n'arrivait pas à mettre les personnes autour d'une table, parce que souvent, certaines... alors, je ne vais pas parler de la justice, mais l'éducation nationale n'arrivait pas à venir en fonction du responsable de l'éducation nationale sur le département. Bref, il fallait absolument qu'on puisse avoir une instance de coordination entre nous. Mais enfin, entre les différents
protagonistes dans un département. Mais aussi pour les cas individuels. Je crois que ce n'est pas uniquement pour construire un observatoire, construire un schéma, c'est aussi pour voir toutes les situations individuelles qui permettraient, par ce comité de pilotage, de dire aux personnes, travaillons ensemble, regardons pour chaque cas particulier, notamment les cas difficiles, comment on pourrait tous ensemble essayer de résoudre, d'améliorer en tout cas les problèmes. C'est ça l'intérêt du comité de pilotage. Alors, ce que je regrette, normalement, on devait signer le premier dans la Loire. Je m'étais entendu avec la préfète, avec le président qui m'avait succédé, qui était tout à fait d'accord. Et puis, Adrien Taquet m'avait appelé pour qu'on le fasse juste avant la fin des devoirs de réserve. Et puis, le département a eu un peu peur sur le plan politique, que ce soit marqué d'une manière ou d'une autre. Mais c'est dommage. Parce que là, il faut vraiment qu'on dépasse ce côté politicien et qu'on arrive justement à travailler là-dessus. Je pense que ça se fera. On l'a mis à titre expérimental pendant un certain nombre de temps. J'espère que demain, vous pousserez les juges pour enfants, tous les départements à le faire. C'est le meilleur moyen demain d'arriver à travailler ensemble et de faire que tous les projets individuels ou collectifs soient faits ensemble, toutes les personnes ensemble. Je suis sûr qu'on arrivera à beaucoup plus de choses. Et effectivement, sans des moyens tellement plus importants. Temps, qu'on soit à Marseille ou ici, je suis effarée de découvrir l'ampleur du problème de recrutement, tel que décrit. Non, mais quand j'étais à l'Amicale du Nid, pareil, il y avait à côté de moi quelqu'un qui racontait la même chose sur la difficulté. C'est une très grosse question et qui touche, au-delà de la finance, ce que je l'ai dit, une façon de concevoir ce qu'est le travail social, ce qu'est le travailleur social, et plus globalement, ce qu'est le professionnel qui s'occupe des enfants. Voilà, cette idée, il y a vraiment... je suis effarée d'écouter que dans le Val-de-Marne, c'est presque pire qu'à Marseille. Je ne sais pas si c'est pire qu'à Marseille. Mais... J'avais envie de dire quelques mots là-dessus, au-delà de la question strictement professionnelle du travail social. Enfin, en tant que citoyenne, je suis juge des enfants à Marseille, mais en tant que citoyenne, quand même, je suis frappée de ce qui se passe en ce moment. Tous ces arrêts maladie, tous ces problèmes de recrutement dans tous les métiers où on s'occupe des autres. C'est pas seulement une question d'argent. Il y a actuellement dans notre société occidentale, je pense, française en tout cas, des vraies questions à se poser sur le désir du travail, sur le lien. Vous avez dit quand même une note positive, monsieur. Vous avez dit on se tient les coudes, on tient aussi comme ça. Mais les gens sont fatigués, il y a des arrêts maladie partout, il y a un vrai souci. Et dans les campagnes électorales qu'on vient d'avoir, moi, j'ai pas entendu un mot sur ces questions-là qui sont fondamentales. La société ne va pas bien, la maladie mentale s'étend, on le voit dans les familles dont nous nous occupons. Les hommes politiques ne sont pas magiciens, mais il y a quand même des vraies questions. Pourquoi les gens ne vont pas bien à notre époque et pourquoi les gens sont fatigués et les gens ne veulent plus faire ces métiers où on s'occupe des autres. Les gens sont trop fatigués pour faire ces métiers. Qu'est-ce qui se passe là en ce moment dans notre société ? Pour enfants de Marseille, malgré les placés, on a tout le temps chroniquement un poste vacant et on est à 2-3 postes placés. Je vais être bassement terre à terre, mais je sais que les uns et les autres, nous avons des contraintes de train pour ce soir, donc on va avancer dans le programme que nous nous sommes fixés. Après ces propos intéressants, qui mériteraient certainement beaucoup plus de débat, mais je vais dire que la question reste ouverte et nous aurons certainement l'occasion de revenir sur ces sujets qui sont une préoccupation quotidienne pour tous les professionnels de l'enfance et même pour les futurs professionnels de l'enfance, parce que j'ose espérer qu'il y en a encore. Voilà, il me reste à vous remercier pour votre intervention à l'un et à l'autre, et à convier Madame Guédan et Monsieur Vandeviver à me rejoindre. Voilà, merci beaucoup.